Bonsoir, merci d'avoir pris le temps de venir à la présentation des résultats semestriels de Claranova donc pour l'année 2022-2023. Donc on parle de la période qui s'étend de juillet 2022 à décembre 2022. On va essayer de garder la présentation sur un peu moins d'une heure. On va vous présenter avec Xavier les chiffres du semestre, les grandes tendances, et après on va essayer de garder le maximum de temps pour répondre à vos questions. Sur donc ce premier semestre, Claranova aura réussi à délivrer un chiffre d'affaires historique à 315 millions d'euros de chiffre d'affaires. Clairement, une partie de la croissance a été portée par un taux de change favorable sur cette période, mais de nouveau, nous sommes restés sur les 6 derniers mois dans un contexte relativement compliqué, avec des pressions relativement importantes sur les coûts des matières premières, sur les coûts de transport, une pression inflationniste extrêmement forte, notamment aux États-Unis, où nous avons l'essentiel de nos équipes, où il a fallu qu'on puisse ajuster en partie notre salaire. Donc, avoir pu délivrer sur ce semestre 315 millions d'euros de chiffre d'affaires reste, je pense, une très bonne performance pour la société. Si on regarde la rentabilité du groupe, elle sera restée relativement solide à 17 millions d'euros sur ce semestre. C'est vrai, en légère décroissance par rapport à la même période l'année dernière, qui était de 22 millions d'euros. Ça s'explique à la fois pour les raisons dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les pressions sur les prix, on a dû payer un peu plus cher, on a eu des coûts de transport qui ont augmenté de façon importante, on a dû payer un peu plus cher nos équipes. Mais le plus important et le message qu'on voulait faire passer, c'est qu'une raison de cette baisse de rentabilité s'explique aussi en grande partie par la volonté que nous avons eue d'investir de façon plus importante sur le premier semestre pour en fait déployer la profitabilité de l'exercice. C'est-à-dire que nous avons vraiment voulu et pris la décision sur ces 6 premiers mois d'investir de façon un peu plus importante. Pourquoi ? Parce que nous avons en grande partie, je pense, résolu des problèmes que nous avons connus sur Planet Art, notamment sur les 18 derniers mois, liés à l'acquisition des clients et l'Apple Tracking dont nous avions parlé précédemment. Je pense que cette problématique est en grande partie derrière nous aujourd'hui, et donc nous avons voulu sur ce premier semestre investir de façon plus importante avec la perspective d'à la fois sur l'ensemble de l'exercice de l'année, préserver une croissance du chiffre d'affaires de 10% et d'améliorer la rentabilité de la société de 25 à 30%. Si on revient rapidement sur les grands chiffres, mais Xavier vous en dira un peu plus, donc un chiffre d'affaires de 315 millions et une profitabilité de 17 millions d'euros. Un chiffre d'affaires qui reste, là encore, pour l'immense majorité, porté par l'étranger. La France reste toujours 3 à 4% de notre chiffre d'affaires, donc Claranova reste une société extrêmement internationale et une trésorerie sur la fin de la période de 121 millions d'euros de chiffre en croissance d'environ, je pense, 20-21 millions sur les 6 derniers mois. On aura donc généré plus d'1 million de cash sur la période. Voilà sur les grandes tendances. Je reviendrai après pour vous détailler un peu plus, comme d'habitude, chacun des business, et je vais laisser la parole à Xavier pour descendre dans les chiffres de façon plus précise. Merci et bonsoir. Donc, le chiffre d'affaires semestriel, donc, je vous rappelle qu'on est sur la période juin-décembre 2022. Un petit rappel que vous avez en footnotes qui vous présente des chiffres d'affaires et des données corrigées suite à la prise en compte de l'IFRS 15 et le passage de Soda PDF aux abonnements. Donc ces chiffres sont systématiquement retraités sur l'année de référence 2021. Donc vous le constatez ici, donc Pierre l'a évoqué, un chiffre d'affaires en croissance de 315 millions, une hausse de 12% à taux réel, et donc vous avez ici la décomposition. On a une légère augmentation, croissance liée à une évolution organique, un effet de change très, très favorable sur la période, et puis un effet de périmètre. Là, je vous rappelle, c'est l'entrée à partir du mois de juillet de PDF Forge et de scanner PDF sur la fin de l'année.
Ce qui est important de souligner, c'est que les 3 business lines sont en croissance et contribuent à cette évolution et en croissance à 2 chiffres pour chacune d'entre elles. À noter également que nous sommes aujourd'hui, et vous avez le détail par trimestre 2022-2023, nous avons affiché 2 trimestres consécutifs de hausse, 10% au S1 et 13% au S2. Si l'on regarde maintenant le ROC normalisé du groupe, donc nous partions d'un ROC normalisé de 22 millions en 2022 sur la même période. Et donc on atterrit aujourd'hui à 17 millions. Vous avez la contribution et la répartition par business unit. Donc vous voyez que c'est principalement Planet Art qui subit une baisse de moins 4,5 millions. Pierre l'a expliqué et continuera de vous donner le détail. AvantQuest quasiment stable et MyDevice a maintenu également son niveau. Concernant le résultat, la composition du résultat net sur la période, donc il s'établit à moins 4,5 millions. Et il est principalement impacté par l'évolution des résultats financiers. Alors bon, là maintenant on a déjà lors de la précédente communication expliqué la nécessité d'intégrer l'amortissement de l'Océan au niveau du résultat financier et donc sur la période l'intégration de 7 millions d'euros au titre de l'amortissement de l'Océan et puis également le coût de la dette qui s'élève à 3,6 millions sur la période. Voilà, donc un résultat net de moins 4,5 millions et net part du groupe de moins 3,9 millions. Pierre a évoqué l'évolution en termes de trésorerie. Donc la trésorerie sur la période augmente significativement. Nous étions au dernier rendez-vous à 100 millions d'euros. On arrive aujourd'hui à 121 millions. Plusieurs éléments composent cette évolution, cette croissance. 48 millions de flux d'exploitation, soutenus par une CAF de 15 millions d'euros et une variation de BFR positive liée à la période de fin d'année. Vous le savez, l'activité aux États-Unis, notamment sur Planet Art, est très active sur la période des fêtes de fin d'année, expliquant cette variation du BFR. 25 millions de flux d'investissement liés aux acquisitions de PDF Forge et de Scanner App. Donc, on a, vous le savez, à cette occasion, procédé à un financement bancaire qui est retracé ici. Et puis 3 millions de flux de financement net. Voilà, donc on passe d'une trésorerie à fin juin, donc au 1er juillet, qui était de 100 millions à 121 millions sur la période. La situation financière au 31 décembre, donc l'évolution de la dette cette fois-ci. Donc la dette progresse pour atteindre les 186 millions d'euros. Nous étions à 172 sur la période précédente. Donc je viens de l'évoquer, cela intègre l'évolution de l'intégration des 20 millions liés au financement bancaire pour l'acquisition de PDF Forge et puis l'intégration également de l'amortissement de l'Océan pour 7 millions d'euros. Et intégrant ici la trésorerie de 121 millions de fin de période, nous arrivons donc à un endettement net de 65 millions d'euros en baisse de 6 millions. Une vue du bilan, donc nous avons un bilan et un total du bilan en progression. Donc au niveau de l'actif, il y a une évolution liée à l'acquisition de PDF Forge pour un montant provisoire de 24,5 millions d'euros. Donc l'évaluation est en cours et donc pour l'instant il s'agit d'un montant provisoire. L'évaluation sera achevée bien évidemment et intégrée dans les comptes au 30 juin. Nous l'avons vu également une augmentation significative de la trésorerie, notamment liée à l'activité de Planet Art. Côté passif,
Nous avons l'évolution de la dette, l'évolution des passifs courants, mais bon, je tenais à souligner, on en a parlé déjà la fois précédente, l'évolution à la baisse des capitaux propres, qui passe à moins 10,3 millions pour deux raisons principales. L'évolution, l'intégration du résultat net de moins 4,5 millions que nous avons vu évoqué précédemment, et puis l'écart de conversion, donc là qui nous est très défavorable pour 7,9 millions. Donc c'est bien sûr pas d'impact au niveau PNL, mais au niveau du bilan et de nos capitaux propres. Merci Xavier. Je voulais comme d'habitude revenir sur le détail de chacune des activités, spécifiquement donc sur Planet Art, un chiffre d'affaires de 255 millions d'euros sur la période, en croissance là aussi de 12%, et un ROC normalisé qui baisse de 4 millions, qui passe de 17 à 13 millions. Pour être un peu plus précis et vous donner une idée de l'évolution du cours, vous avez à peu près 2 millions de coûts supplémentaires logistiques, qui sont vraiment des coûts très spécifiques sur la période de fin d'année, ce qu'on appelle les surcharges, essentiellement avec nos prestataires EPS, qui augmentent leurs coûts du fait de leurs surcoûts complémentaires. Vous avez à peu près 2 millions supplémentaires sur les COGS, donc les matières premières. Ça va être essentiellement, bien évidemment, le papier qu'on achète, les enveloppes. Donc c'est une petite augmentation également sur cette partie-là. Et vous avez environ 3 millions d'OPEX qui est vraiment lié à l'augmentation des salaires. Vous avez aux États-Unis une inflation qui est supérieure à 15%. Donc on a eu une augmentation raisonnable, mais qui pèse à peu près pour 3 millions sur le coût des salaires sur la période. Ce qui est intéressant de noter, peut-être le point le plus significatif de Planet Art pendant cette période, c'est que vous avez eu paradoxalement des dépenses marketing qui étaient légèrement en baisse, mais par contre pour une efficacité accrue. La partie donc la plus intéressante notamment est liée au coût d'acquisition dont on a beaucoup parlé depuis 18 mois, qui a été vraiment la problématique principale de l'activité, essentiellement due au changement d'Apple autour de ce qu'on appelle la tracking, donc ce qu'a changé Apple il y a à peu près 18 mois, d'imposer l'accord des clients pour être entre guillemets suivi, et donc qui nous ont rendu extrêmement complexe la capacité de pouvoir traquer, identifier les clients et avoir des taux de conversion qui étaient intéressants, et donc qui avaient eu pour effet l'année dernière de quasiment doubler les coûts d'acquisition. Donc ça nous coûtait par exemple à peu près $6 pour acquérir un client Freeprints, alors que historiquement on n'a jamais payé plus que $3. Cette problématique sur laquelle nous avons travaillé de façon importante avec toutes les équipes de Planet Art depuis 18 mois sont aujourd'hui réglées. Si on regarde sur la période, on aura dépensé moins pour un chiffre d'affaires à peu près équivalent, notamment sur la partie Freeprints, et on revient sur la période à des coûts d'acquisition clients qui sont celles que l'on a connues avant l'app tracking. C'est-à-dire qu'on est vraiment revenu sur des coûts identiques à ce qu'on avait connu il y a à peu près 2 ans. Donc c'est vraiment la plus grande problématique à laquelle nous faisions face sur Planet Art depuis 18 mois. Et quelque part, je pense que ce problème a été réglé. Sur quoi nous travaillons aujourd'hui, c'est maintenant de booster la capacité de croissance, que les Américains appellent la scalability de l'activité, pour revenir maintenant dans une dynamique de croissance et pouvoir réinvestir de façon plus significative tout en préservant ses coûts d'acquisition. Donc vraiment, une grande partie du problème qu'on a connu a été réglé sur cette partie-là. Et c'est pour ça que les investissements marketing, même s'ils sont légèrement inférieurs sur la période, nous permettent d'anticiper une amélioration de la rentabilité de Planet Art sur S2. Alors, historiquement, pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu l'entreprise, de par la saisonnalité très particulière et l'importance bien évidente du dernier trimestre de l'année calendaire, vous aviez sur Planet Art une profitabilité qui était pour l'essentiel portée sur le premier semestre, et on avait relativement peu de profitabilité sur le deuxième semestre. On a décidé à partir de cette année d'investir de façon un peu plus significative sur ce premier semestre pour pouvoir équilibrer, essayer de gommer la saisonnalité, pour pouvoir
avoir une profitabilité plus significative et plus équilibrée sur le deuxième semestre. C'est pour ça que donc, même si on anticipe cette baisse de la profitabilité de 17 à 13 millions d'euros sur le premier semestre, on anticipe une profitabilité bien plus importante que ce qu'avait pu faire le semestre de l'année dernière sur la deuxième partie de l'année, pour avoir en global quelque chose à peu près équilibré sur l'ensemble de l'année. Il y a un point que je voulais mettre en avant qui me semble intéressant pour revenir un peu sur la période que nous avons passée, je dirais, depuis 2020, dans lequel nous avons eu à la fois l'épisode du Covid, qui paradoxalement, dans notre cas, a été en fait extrêmement porteuse, mais pour l'ensemble de l'activité. Donc la courbe bleue que vous voyez à l'écran est une étude qui a fait par un bureau américain et sur laquelle ils ont regardé la croissance globale de ce qu'on appelle l'e-commerce retail. Donc, ce n'est pas uniquement pour la photo, c'est pour l'ensemble de l'activité d'e-commerce. Et en gros, ce que l'on voit, c'est que depuis les années 2000, depuis vraiment l'essor d'Internet et le démarrage de l'e-commerce, vous avez eu dans ce domaine de l'e-commerce une croissance constante, relativement linéaire depuis les années 2000. Et donc là, pour des raisons de visibilité, on s'est arrêté à 2017, mais si vous poussez cette courbe jusqu'au début des années 2000, vous allez voir cette croissance relativement linéaire et persistante. Vous avez eu cette période très particulière du Covid et en fait, du fait que les gens étaient bloqués et ne pouvaient plus aller dans les magasins, vous avez une croissance extrêmement forte de l'e-commerce. C'est tout à fait atypique dans cette période des 2 ans dans lequel vous avez eu le Covid. Beaucoup de gens ont imaginé que cette dynamique de croissance allait perdurer et vraiment pour avoir une prédominance beaucoup plus forte du retail. Ce dont on s'était aperçu, ça a été vrai pour nous, mais ça a été vrai pour l'ensemble des acteurs de l'e-commerce, vous avez eu un reflux après le Covid, où les gens sont retournés sur leur habitude un peu précédente, avec toujours un équilibre entre la partie commerce physique et commerce immatériel. Et effectivement, pour la plupart et quasiment tous les acteurs de l'e-commerce, vous avez eu cette problématique liée à l'Apple Tracking qui a fait que ça a un peu accéléré cette décroissance. Et si vous regardez l'évolution de Planet Art sur la même période, alors on a bien sûr commencé beaucoup plus tard, le démarrage de Planet Art est vraiment à partir de 2014. Le montant de croissance est beaucoup plus important que l'e-commerce en général. On a connu des croissances qui étaient de l'ordre de 20 à 30% sur les 5-6 premières années du développement de Planet Art. Mais si on regarde les courbes, vous avez une tendance à peu près équivalente. On a vu cette surperformance pendant la période de Covid et ce qu'on expérimente depuis effectivement 18 mois, ça a été un reflux de nouveau pour les mêmes raisons qui s'expliquent à la fois par la sortie du Covid et l'Apple Tracking Transparency. Ce qui est intéressant, c'est que si on projette ces courbes finalement et on élimine cette période de 2 ans très particulière autour du Covid, vous êtes finalement sur une tendance qui aura été relativement stable. Et si vous éliminez à la fois ce pic du Covid et cette décroissance post-Covid est liée à l'Apple Tracking. Et si vous prolongez la courbe, vous êtes en fait sur une tendance qui est assez proche. Et si vous regardez Planet Art, nos prévisions, c'est de retrouver une dynamique de croissance telle qu'on a pu la connaître avant le Covid. Alors, est-ce que ça sera les 30% qu'on a pu connaître? Aujourd'hui, Planet Art, c'est 400 millions de dollars de chiffre d'affaires. Donc, mécaniquement, plus vous êtes gros, plus vous avez tendance à tasser un tout petit peu votre croissance. Mais nos perspectives aujourd'hui est vraiment de retrouver des croissances à 2 chiffres de façon continue et pérenne autour de Planet Art. Si on regarde maintenant l'activité d'AvantQuest, elle n'aura pas été impactée par la dynamique Apple Tracking. On est sur une dynamique purement desktop, vente de logiciels sur PC. Donc, on n'a pas eu la même problématique. Nous avons fait, comme vous le savez, la transformation sur le SaaS, qui à la fois nous a amené une dynamique de croissance du chiffre d'affaires. Si on regarde le ROC normalisé, comme vous le disiez Xavier tout à l'heure, on a reconnu une petite décroissance sur le premier semestre. Mais là encore, comme Planet Art, on a fait le choix de surinvestir
sur la première partie de l'année pour aller pousser la rentabilité sur le deuxième trimestre. Voilà, on avait l'opportunité de pouvoir investir pour des perspectives d'acquérir des clients dont la durée de vie est de 2-3 ans. Donc si on met un peu plus d'argent sur le semestre, c'est parce qu'on est convaincu que sur ce qu'on appelle le lifetime value du client, la durée de vie du client, on va rapporter de façon significative 3, 4, 5 fois le niveau d'investissement que l'on met pour l'acquisition de ce client. Donc vous avez toujours un effet mécanique quand vous investissez de façon un peu plus importante à un moment donné, mais l'objectif est vraiment de pouvoir augmenter la profitabilité dès le prochain semestre, dont on prévoit en fait une croissance au global de l'EBITDA, mais également sur les années qui viennent. Un point sur lequel on a assez peu parlé sur ces dernières années, qu'on voulait commencer à mettre en avant de façon plus importante, c'est cette dissociation entre ce business historique, que l'on appelle en interne non-core, par rapport au core business, qui s'effrite depuis ces, on va dire, 7-8 dernières années, représente, pour vous donner un ordre de grandeur dont on a assez peu parlé jusqu'à présent, 7 millions d'euros sur la période du premier semestre par rapport à 57 millions d'euros portés par le core business, c'est-à-dire pour l'essentiel les applications sur lesquelles on a transformé AvantQuest ces dernières années. Et donc c'est vraiment cette partie de vente de logiciels tiers qui ne sont pas donc des marques AvantQuest. Et cette partie est aujourd'hui déficitaire. Alors, ça fait déjà 5 ans depuis qu'on a entamé la transformation d'AvantQuest que ce business n'est pas central et on pourrait être tout à fait franc, on s'en occupe assez peu, mais c'est un business qui a apporté du chiffre d'affaires et un peu de profitabilité, moins importante que ce qu'on est en train de mettre en place sur les activités propriétaires d'AvantQuest. Il se trouve que cette partie est aujourd'hui déficitaire, donc elle a tendance à tirer la profitabilité vers le bas. Donc, c'est vraiment l'objectif de pouvoir séparer cette partie du business qui aura vocation assez rapidement à disparaître. Par contre, on regarde de façon plus spécifique les parties sur lesquelles on se concentre autour d'AvantQuest, sur le PDF autour de la marque Soda et quelques marques blanches, mais globalement autour de notre marque Soda. Vous avez sur la période un chiffre d'affaires de l'ordre de 17 millions d'euros et qui représente une croissance de 26% sur un niveau de profitabilité de 28%. Donc, ce qui est intéressant et ce qui nous semblait important à mettre en avant, c'est que cette dynamique sur laquelle on travaille depuis maintenant 5 ans est aujourd'hui à la fois en croissance de chiffre d'affaires et parce qu'on a une masse critique qui commence à être significative, on est à un peu moins de 20 millions sur un semestre, pour vous donner à peu près une idée de ce que ça fait sur une année complète, on arrive à un stade où on commence à avoir un niveau de profitabilité et d'EBITDA qui commence à atteindre les objectifs qu'on s'était fixés il y a 3-4 ans. Et dans le monde du SaaS, voilà, ce qu'on appelle le best practice ou les meilleures practices, c'est vraiment d'avoir un niveau de profitabilité qui est entre 25 et 30%. Et on est vraiment arrivé à ce stade sur la partie PDF. De la même façon, si on regarde la partie des utilitaires qui se concentrent autour de la marque propriétaire AvantQuest Adware, on a un CA qui pour lui est stable sur la période. Là encore, mais par contre pour un EBITDA qui est de 24%. Alors pourquoi il n'y a pas eu de croissance sur cette activité? Essentiellement parce qu'on avait des coûts d'acquisition qui étaient un peu élevés sur la fin de l'année, qui est toujours un peu plus compliqué, et on a décidé de plutôt décaler ou investir de façon un peu différente et un peu différée. Et donc on a préféré aller sur la stabilité tout en préservant un EBITDA de 24%, mais pour aussi anticiper un développement plus important en termes de croissance sur la deuxième partie de l'année, sur lequel on aura des coûts d'acquisition qui sont plus abordables. Donc on a vraiment fait un compromis sur un investissement plutôt anticipé, mais qui portera sur la deuxième partie de l'année. Et même sur cette activité, on espère, et nos prévisions, c'est d'avoir une croissance à 2 chiffres et de rester à ce niveau de profitabilité de l'ordre de 24%. Pour finir sur la partie photo, autour de la marque InPixio, on est sur un chiffre d'affaires qui est beaucoup plus bas si on compare aux UTR et aux PDF qui sont autour de 20 millions. On est sur la partie InPixio et la partie photo, sur un chiffre d'affaires beaucoup plus bas, mais sur une croissance qui reste autour de 20%.
Par contre, sur un EBITDA négatif, pourquoi? Parce qu'on est vraiment sur cette activité en particulier dans une dynamique d'investissement. Pourquoi? Parce que là encore, les clients qu'on achète aujourd'hui sur la photo sont des clients qu'on va garder sur 3, sur 5 ans. Et 1 euro qu'on met aujourd'hui sur l'acquisition d'un client va être multiplié par 4, par 5 sur la période d'activité, mais sur une durée qui sera un peu plus longue. On est également dans une dynamique de SaaS, c'est-à-dire que les clients qu'on achète aujourd'hui, là encore, vont revenir. Donc, autant sur la partie PDF, sur la partie utilitaire, on a atteint la masse critique des business qui pèsent sur un semestre de l'ordre de 20 millions, sur l'année entre 40 et 50 millions. On a atteint une masse suffisante pour avoir et profiter de la dynamique du SaaS. On est vraiment dans le cadre de la photo et sur un business auquel on croit beaucoup, sur une dynamique d'acquisition client de masse critique qui aujourd'hui perd un peu d'argent, mais pour pouvoir assez rapidement à la fois rejoindre en taille les autres business et là encore aller sur des niveaux d'EBITDA qui sont supérieurs à 20% le plus rapidement possible. Donc là encore, ce business qui est en train de s'éteindre et qui aujourd'hui ne pèse plus grand-chose, mais a plutôt tendance à tirer la profitabilité vers le bas, donc qui aura vocation à disparaître. Et les activités au niveau des PDF et des utilitaires qui sont au niveau où on voulait être il y a quelques années, et la photo qui est plutôt dans une phase de développement. Si on regarde le dernier business de MyDevice, un chiffre d'affaires en croissance, mais sur du niveau là encore qui reste bas. Ce qui est intéressant, on en avait déjà parlé, c'est ce qu'on appelle les ARR, c'est-à-dire le chiffre d'affaires récurrent par abonnement, qui est donc d'une grande stabilité et lui est en croissance de 30%. Un ROC qui reste relativement stable avec une petite perte d'1,6 million. Et ce qui est intéressant sur le business dont on parle depuis longtemps, dont on a beaucoup de questions sur sa capacité à se développer, ce que l'on commence à voir, c'est vraiment le développement et les premiers grands développements qui commencent à arriver chez nos clients importants de type Sodexo, T-Mobile, Engie, qui après avoir fait beaucoup de tests, de prototypage depuis ces 2-3 dernières années, rentrent vraiment maintenant dans un contexte de développement beaucoup plus important qui, on l'espère tous, devrait dynamiser à la fois la croissance du chiffre d'affaires de MyDevice, mais assez rapidement également rapporter une dynamique de profitabilité. L'objectif est de pouvoir équilibrer d'ici la fin de l'année cette activité MyDevice pour qu'elle puisse normalement à partir de l'année prochaine ou à très rapidement ou sous 18 mois contribuer à la profitabilité de l'ensemble du groupe et de façon récurrente au fur et à mesure que ces grands groupes qui sont déjà signés vont se déployer, on devrait voir une accélération beaucoup plus significative du chiffre d'affaires. Donc si avant de prendre votre question, on voulait résumer un peu ce qui s'est passé sur ce premier semestre. Donc un contexte difficile toujours, on est toujours dans un environnement géopolitique qui n'est pas simple pour l'ensemble des sociétés, et en particulier à cause d'Apple dans la problématique tech, mais sur lequel on a ce retour à la croissance. Une petite décroissance de rentabilité sur ESIM, mais là encore, comme j'ai essayé de vous mettre en avant, nos prévisions aujourd'hui est de maintenir la croissance du chiffre d'affaires, mais également de développer la croissance de la rentabilité de 25 à 30% sur l'année. On a souvent la question, on avait parlé de cet objectif depuis plusieurs années d'atteindre les 700 millions de chiffre d'affaires et les 10% de ROC. Aujourd'hui, cet objectif reste ouvert et c'est toujours notre ambition dès l'année prochaine. Mais là encore, cette dynamique-là reste dépendante de la combinaison d'une croissance organique qui est retrouvée sur Planet Art, qui continue à se déployer sur AvantQuest, mais également de la capacité à pouvoir continuer à faire des acquisitions, comme on a pu le faire sur ces dernières années, et dans un contexte un peu plus complexe en termes d'investissement. Voilà, il y a une interrogation sur la capacité à financer ces opérations, mais elles sont clairement identifiées. On a aujourd'hui 2 à 3 sociétés avec qui nous sommes en discussion depuis plus de 12 mois que l'on aimerait pouvoir acquérir. On est en train de discuter des dynamiques de financement autour de ces activités qui nous permettraient d'atteindre ces objectifs.
Vous avez toujours la problématique qui nous soucie tous de l'évolution du cours de bourse, qui effectivement a été fortement impactée, surtout sur ces 2-3 dernières années. Nous continuons et nous avons des discussions avancées pour faire entrer ce que nous cherchons depuis déjà plus de 24 mois, c'est-à-dire un investisseur de référence qui aura vocation à stabiliser le capital et repartir derrière dans une dynamique de croissance du titre. J'espère que c'est quelque chose que nous pourrons annoncer le plus rapidement possible. Mais voilà, on continue nos discussions. Nous avons des discussions avancées sur ce sujet-là et j'espère que c'est quelque chose qui pourra arriver le plus rapidement possible. Et après, derrière l'objectif, en termes de valorisation, au-delà du cours, reste bien évidemment la possibilité de valoriser les filiales directement. Et ça peut se faire à travers des opportunités d'externalisation, que ce soit à travers une cession globale ou totale des actifs, que ce soit à travers une IPO. Donc ce sont toujours des sujets qui sont d'actualité. Ça a été un peu mis en pause sur ces 2 dernières années à travers la problématique du Covid, de la baisse de Planetart. Aujourd'hui, de nouveau, le message, c'est qu'on repart dans des dynamiques de croissance. AvonQuest a atteint un niveau de maturité et de profitabilité intéressant, notamment sur la partie core du business. Planetart repart dans une dynamique de croissance. Donc, c'est vraiment des choses sur lesquelles on va recommencer à travailler, j'espère, dans une dynamique assez rapide.